Jordan a rappelé lors de la conférence de presse qu'il était favorable à la poursuite du soutien logistique et défensif à l'Ukraine. Il refuse en revanche d'envoyer des missiles longue portée ou du matériel militaire, c'est quand même assez large, ce qui pourrait avoir des conséquences d'une escalade en frappant directement les villes russes. Je crois que cela créerait les conditions d'abord d'une ingérence de la France et les conditions d'une escalade face à une puissance qui est une puissance nucléaire. Bon, très bien. Sauf qu'il a un petit peu mis de l'eau dans son vin. Alors de la même manière qu'il a fait la promotion de mesures de continuation de la politique imposée par le cadre de l'euro lorsqu'il était devant les agents du MEDEF, eh bien quand il est à l'Eurosatory, le rassemblement des vendeurs de matériel militaire, il a fait son petit tour et il a répondu à quelques questions autour de sa politique internationale et notamment de ce qui est en lien avec la vente d'armes. Quand l'Ukraine est touchée par des missiles qui arrivent du côté russe? Mais l'Ukraine doit pouvoir se défendre. Et le rôle de la France, c'est non seulement de permettre à l'Ukraine d'assurer sa défense, mais c'est aussi de consolider son architecture de sécurité à l'est de l'Europe. Et je souhaite que la France puisse poursuivre cet effort de consolidation. Nous avons des engagements à l'égard d'un certain nombre de pays, avec des éléments militaires français qui sont présents notamment en Roumanie dans le cadre des missions OTAN. Je souhaite que ces missions puissent se poursuivre et je souhaite également que les engagements que nous avons notamment en mer Noire ou dans le cadre de la sécurisation de l'espace aérien d'un certain nombre de partenaires et notamment des pays baltes puissent évidemment être poursuivis. Voilà, donc on change rien à la politique actuelle, hein. On continue de participer aux manœuvres de défense / provocation parfois qu'il y a dans les pays de l'Est, et y compris dans les pays baltes qui passent leur temps à provoquer la guerre et qui veulent la guerre avec la Russie. Eux, ils aimeraient bien pouvoir étendre leur territoire à l'Est, hein, sur le fond et avec le sang des gens de l'Ouest. Il faudrait écouter ce qu'il disait au tout début par rapport à la question. Quand l'Ukraine est touchée par des missiles qui arrivent du côté russe? Mais l'Ukraine doit pouvoir se défendre. Et c'est l'argument qu'on nous sort en ce moment dans les médias pour fournir à l'Ukraine des missiles longue portée pour aller frapper sur le territoire russe des sites de tir qui touchent le territoire ukrainien. Et il y avait Macron qui expliquait que c'était très hypocrite d'empêcher l'Ukraine de frapper ces sites au prétexte qu'ils sont sur le territoire russe, parce qu'après tout, c'est des lieux qui servent de plateforme de tir sur le territoire ukrainien, et donc dans le cadre de la défense de l'Ukraine, eh bien, il faut autoriser l'Ukraine à frapper ses cibles. Donc c'est un pas supplémentaire dans l'escalade. Et là-dedans, Bardella, donc, qui nous expliquait ici dans son annonce du programme il y a 2 jours, qu'il ne voulait pas fournir de matériel militaire, pas fournir de missiles, et ne pas permettre à l'Ukraine de frapper le territoire russe, bah là tout d'un coup, à l'Eurosatory, il a un peu un discours différent. Pareil sur l'OTAN. Il n'est plus question d'en sortir. Vous avez beaucoup changé de point de vue, notamment sur l'OTAN. Est-ce qu'il y a une différence, là encore, vu que, par exemple, sur la Russie, vous autorisez Thierry Mariani à avoir une différence avec vous? Est-ce que sur le soutien à l'Ukraine, sur l'OTAN, sur des questions de défense, il y a aussi des lignes divergentes dans votre parti? Il n'y a aucune ligne divergente avec Marine Le Pen sur ce sujet. Et ma position n'a pas varié. La France ne doit pas quitter le commandement intégré de l'OTAN, alors que nous sommes en guerre, parce que cela affaiblirait considérablement la responsabilité de la France. Nous sommes en guerre. Il vient de dire qu'on était en guerre avec la Russie. Sur la scène européenne et évidemment sa crédibilité à l'égard de ses alliés. Moi, je n'ai pas eu de difficulté et je n'ai eu aucune faiblesse dans la condamnation de la Russie. C'est aujourd'hui une menace multidimensionnelle qui conteste des intérêts français. Elle conteste des intérêts français et menace notre sécurité sur des zones d'influence historiques comme l'Afrique, en mer Noire à l'égard de nos troupes, mais aussi en Outre-mer où la Russie a pris fait et cause pour les Comores face à Mayotte. Oui, ça c'est parce que on critique le référendum qui a eu lieu en Crimée et donc ils nous ont foutu dans la gueule que dans les années 70, si je me trompe pas, le référendum sur l'indépendance des Comores qui a vu Mayotte rester dans le territoire national, parce qu'ils avaient voté majoritairement contre l'indépendance. Et donc on a dit oui, alors les Comores, vous êtes indépendants, vous avez voté pour majoritairement, les autres îles, vous êtes indépendants, mais on garde Mayotte parce qu'ils ont majoritairement voté pour rester. Voilà. C'était pas prévu à la base, mais c'est comme ça que ça va se passer. Et Poutine avait dit, écoutez, sur les Comores, est-ce que si vous critiquez la manière dont le référendum s'est déroulé en Crimée, peut-être que Mayotte, il va falloir le rendre aux Comores. Donc ils nous foutent un peu le nez dans le caca. Puis quand on voit la gueule aussi de Mayotte, je suis pas sûr que les Russes soient les premiers à l'origine du bordel. Peut-être que l'abandon de la France de ce territoire est peut-être
la première source de désordre dans l'île. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc vous l'avez entendu dire, on ne sort pas de l'OTAN, on ne sort pas non plus du commandement intégré, on continue de participer à tous les exercices, on ne change rien, on autorise l'Ukraine à aller frapper le territoire russe, et on est en guerre avec la Russie. D'accord, première nouvelle. Mais bien sûr, il veut empêcher l'escalade avec une puissance nucléaire, bien entendu. N'empêche que quand il est avec des gens sérieux à l'Euro-Satori à parler de politique étrangère liée à la vente d'armes, là tout d'un coup, on change de discours. Hein. Alors, qu'est-ce qui est en train de se dessiner? Eh bien, la même chose de ce qui s'est passé dans la plupart des pays européens quand vous avez l'extrême droite qui arrive au pouvoir. Beaucoup de bruit, beaucoup de peur, pour rien du tout. Et beaucoup de trahison des électeurs derrière. Je ne sais plus si c'est lui qui avait ouvert le bal, le fameux Sébastien Kurz, qui est issu d'un parti de droite chrétienne, libérale, un peu l'équivalent de LR, un peu plus à droite, et qui avait fait alliance, une coalition, avec le FPO en 2017. Il avait donc été élu dans le cadre d'une grande coalition. Comme c'est un système fédéral, j'imagine qu'il y a eu un bordel parlementaire qui a fait que, compte tenu des sièges en présence, eh bien, ils ont fait alliance avec le FPO pour faire un gouvernement. Ouh là là, ils se sont alliés avec les nazis. Le FPO étant un parti d'extrême droite, qui est plutôt sur une ligne proche de Reconquête, plutôt, hein, si vous voulez comparer avec un parti français actuel. On va passer un peu sur l'historique pour voir les mesures adoptées, on va survoler parce que cette vidéo est déjà très longue. Début 2018, le gouvernement expulse une quarantaine d'imams turcs qui refusaient de se conformer à la législation sur leur rémunération. L'exécutif vise également à réduire l'islam politique et les mouvements radicalisés dans le pays. Alors Erdogan avait chialé en disant que c'était une vague islamophobe, raciste et discriminatoire, mais ça c'est un peu excessif et habituel chez lui. Cependant, et c'était rigolo de noter ça, Kurz est soutenu par l'opposition social-démocrate qui estime qu'il s'agit de la première décision sensée du gouvernement. On voit social-démocrate, donc l'équivalent du PS, bon ça doit être un Manuel Valls local. Politique économique. En 2018, son gouvernement fait adopter une loi sur l'allongement et la flexibilité du temps de travail. Daniel Renon du Courrier international juge le texte très favorable aux employeurs et aux attentes des milieux économiques. La nouvelle loi permet, sur la base du volontariat, entre guillemets, d'étendre la durée maximale du travail de 10 à 12 heures quotidiennes et de 50 à 60 heures hebdomadaires. La durée normale du travail reste cependant fixée à 8 heures par jour et 40 heures par semaine. Bien entendu, dans certains secteurs, on trouvera plus que des contrats de 60 heures hebdomadaires, puis si t'es pas content, c'est que t'es pas assez volontaire, voilà tout. Le vent se lève indique que le gouvernement mène une politique de réduction des dépenses publiques, particulièrement dans le domaine social. Une réforme des minima sociaux diminue le montant accordé aux familles de plus de 2 personnes, enfin de plus de 2 enfants, tandis que les conditions d'attribution sont durcies pour les étrangers. Le budget de l'organisme autrichien chargé de l'emploi baisse de 30%, les allocations versées aux chômeurs atteints de maladies sont réduites, le programme d'aide au retour d'emploi destiné aux chômeurs âgés de plus de 50 ans est supprimé. Donc là, on commence à voir se dessiner ce qui se passe quand vous avez l'extrême droite qui arrive au pouvoir, qui est un peu systématique et qui va être une répétition. Hein. Vous avez pu voir là, suite aux différents renoncements nationaux, comment un programme considéré comme de gauche sur certains points ou trop de gauche, tous ces éléments les plus populaires ont été éliminés au profit de mesures plus favorables au patronat. Donc vous allez avoir des mesures de réduction des dépenses publiques qui vont cibler le domaine social, en particulier les plus vulnérables ou les plus liés à des thèmes proches de l'immigration. Et là, on s'attaque aux allocations familiales. En gros, dès que vous avez plus de 2 enfants, ça commence à être réduit après. Les mêmes après viendront se plaindre qu'il faudra faire un réarmement démographique. Mais bon, il y a la démographie de certains groupes qu'on préférerait voir réduit, sans doute. Les pauvres et les malades dehors, voilà, c'est ça. On va faire des économies sur leur gueule parce qu'en fait c'est des feignants. Donc finalement on est toujours dans le même programme que Macron. Augmentation de l'âge de départ à la retraite, diminution des allocations chômage, diminution des minima sociaux, diminution des allocations en tout genre sur APL, allocations sociales diverses et variées. Ça va être réduit sur le thème « Les étrangers profitent des mensuétudes de l'État ». C'est comme ça qu'on va faire passer ce genre de mesures, mais à la fin tout le monde sera touché. Ça c'est comme la réduction, les réformes successives du chômage qui ont passé ces derniers temps, y compris la dernière avec Attal, où on met en opposition les chômeurs et les travailleurs. Et on vous dit, les travailleurs ne comprennent pas que des gens qui ne travaillent pas puissent toucher autant d'argent, c'est pas normal, sauf qu'en fait c'est une assurance. Et le travailleur, demain, il peut être dans la situation du chômeur, et il verra ses droits diminuer. Donc on te prend en exemple parfois des cas qui sont extrêmes,
et qui sont agaçants, effectivement, où tu as des cas sociaux, ou des profiteurs, ou des gens qui fraudent le système, voilà, on va te mettre ces cas-là en avant pour dire on va supprimer tout le système. Sauf que la majorité des gens ne sont pas des profiteurs, ne sont pas des cas sociaux, et quand les gens vont tomber dans des situations de pauvreté, au chômage, ou avoir besoin de diverses aides à un moment de leur vie, eh ben, ils seront plus là. C'est eux qui l'auront dans le cul. Et la majorité des gens ne sont pas des fraudeurs ni des profiteurs. Mais c'est pas grave. On va mettre l'accent là-dessus. On peut compter sur Bolloré et tous ces médias pour créer une belle campagne de dénigrement de tout le système social français. On le supprime, on fait des économies, et à la fin, on pourra financer les éoliennes et le solaire, ou bien on pourra financer toutes sortes de subventions aux entreprises. Voilà. On pourra financer les réductions de cotisations patronales. Et pour faire passer la pilule aux prolos, voilà, comme je le disais, on va mettre en avant les assistés, les profiteurs, les fraudeurs, bien entendu, surtout s'ils sont basanés, et on va mettre 2-3 mesures en place assez cosmétiques autour du voile, autour de l'expulsion d'une poignée d'imams. Ça change pas grand-chose, mais ça amuse un peu les gens. Et c'est le programme systématique de l'extrême droite qui arrive au pouvoir, qui fait plus de réformes que le centre européiste ou la droite européiste, ou la gauche aussi, qui emballe tout ça dans des mesures, dans un discours discriminatoire, d'opposition des gens entre eux, on va faire se taper dessus les pauvres entre eux, et pendant ce temps on oublie les cadeaux gigantesques qui sont faits au patronat. On peut revoir ce graphique des subventions publiques aux subventions des entreprises, voilà, 60 milliards par an, ça gêne pas. Le bouclier tarifaire qui a coûté plus de 60 milliards, dont 30 milliards a servi à augmenter le bénéfice des fournisseurs alternatifs qui servent à rien. Ça, il n'y a pas de dénonciation de ça au niveau du renoncement national, c'est pas un problème. Vous avez le même bilan à peu près pour Mélanie. Elle est arrivée il y a 1 an, leader de l'extrême droite, idolâtre de Mussolini. Bon il s'est pas passé grand chose en 1 an. Il s'est même rien passé du tout. Déjà, elle s'est alignée sur la guerre en Ukraine et sur les sujets internationaux. Elle s'est alignée sur les partenaires occidentaux. Elle a assuré un soutien sans faille face à Kiev, face à Moscou, ce qui lui a valu d'être adoubé par Washington. Nous sommes devenus amis, a déclaré Biden. Je ne sais même pas s'il savait à qui il s'adressait. Sur l'immigration, il ne s'est pas passé grand-chose. Mélanie n'a pas tenu ses promesses. Elle le reconnaissait elle-même fin septembre sur la RAI. Les résultats ne sont pas ceux que nous espérions. Ce sujet mérite un nouvel engagement. La campagne de l'an dernier s'est faite sur le thème des ports fermés aux migrants, même si des règles ont été durcies en 2023. Ce sera une arrivée massive de migrants avec 140 000 personnes qui sont arrivées en Italie depuis le 1er janvier. Apparemment, son électorat ne lui en tient pas rigueur. Bon, voilà. Il faut savoir que la majorité de l'immigration en France, plus de la moitié des arrivées, quand on compte pas les étudiants, c'est le regroupement familial, qui est fixé dans le marbre non seulement de la loi, mais aussi des traités européens et de la Cour européenne des droits de l'homme. La leader post-fasciste n'a pas fait basculer l'Italie dans un autre régime. Apparemment, on nous aurait menti, on aurait surestimé le risque pour les institutions et l'état de droit. Par contre, elle gouverne à coups de décrets-lois, et donc le Parlement italien n'a pas son mot à dire. Ça nous rappelle quelqu'un en France. Tant que ça va dans le bon sens, c'est pas un problème. Défenseur du modèle traditionnel familial, elle a interdit aux autorités locales d'enregistrer à l'état civil les enfants des couples gays et lesbiennes qui, en Italie, ne sont pas autorisés à adopter ou recourir à des mères porteuses. La question des mères porteuses, le commerce des utérus, c'est pas trop mon truc. Après, ce qu'on voit, c'est qu'elle utilise la défense du modèle traditionnel pour se faire bien voir auprès de l'électorat. On va taper un peu sur les gays et les lesbiens. Sur le mariage, par contre, elle s'est montrée plus souple, annonçant vendredi 20 octobre sa séparation d'avec le père et sa fille de 7 ans. Donc on voit que tout ça, c'est très hypocrite. Ça sert essentiellement à donner un petit gage aux gens d'extrême droite. On va taper un petit peu sur le wokistan, voilà, de manière vague, en empêchant les couples gays et lesbiens d'adopter. Recourir à des mères porteuses, ça c'est un autre sujet. Mais par contre, pour elle, le divorce, c'est pas un souci, mais bien sûr, on encourage le modèle familial, bien entendu. Donc on balance comme ça des petits marqueurs, mais dans le fond, finalement, on continue à vendre la même soupe. Dans cet article, on nous expliquait que pour l'instant, il n'y avait pas eu de grandes réformes dans le budget, mais ça va changer. Mélanie compte entamer en 2024, avec l'application d'une série de mesures qui ont pour but d'opérer un saut dans la libéralisation de l'économie italienne. Tout ça, c'est sous pression de la BCE, qui tient les cordons des bourses des banques italiennes.
Le premier point de son plan est de couper dans le budget des ministères et des services publics à hauteur de 7 milliards. Cette attaque se combine avec la volonté de retirer 4 milliards d'euros du budget des collectivités locales, qui devront elles-mêmes prendre dans l'enveloppe allouée aux services publics locaux. À cela s'ajoute un plan sur 3 ans de privatisation qui devrait engendrer 20 milliards de bénéfices. Parmi les victimes de ce plan de privatisation, le service postal et la compagnie ferroviaire. Vous savez que l'Union européenne pousse pour la privatisation des lignes de chemin de fer, notamment les plus rentables, ne laissant à la SNCF que les déficits. On reste dans la droite ligne de la mentalité européiste. Ce plan d'envergure s'accompagnait d'attaques antisociales, comme le durcissement considérable des conditions d'accès à la retraite avant l'âge légal, qui est déjà à 67 ans en Italie, ou encore le fonds d'aide aux dépenses énergétiques pour les foyers les plus précaires qui va être divisé par 2. Pendant que la chef de l'extrême droite compte prendre au service public, cette dernière va donner 600 000 € de subventions au secteur privé, notamment dans les services de santé. Alors, bon, le montant est faible, là, je ne sais pas à quoi ils font référence, si c'est un programme ouvert pour plusieurs entreprises qui pourraient toucher 600 000 chacun, ou s'il y a un problème de montant. Bref, on peut aussi ajouter les cadeaux fiscaux aux plus riches, à l'image de la suppression de la taxe sur les voitures de luxe. Prendre aux pauvres pour donner aux riches, voilà l'objectif visé par le gouvernement d'extrême droite, qui est aussi l'objectif du gouvernement de Macron. Mais ça, c'est pas un gouvernement d'extrême droite. Ces mesures s'inscrivent dans la continuité de la politique de Meloni, qui, durant les 15 mois de la péninsule, à la tête de la péninsule, a durement attaqué les plus précaires, après que l'inflation et l'augmentation du prix de l'électricité continuent de paupériser les classes populaires italiennes. Cette dernière n'a pas hésité à supprimer le RSA italien et a refusé de concéder la mise en place d'un SMIC pour tous les travailleurs. Les mecs, effectivement, avec un SMS, les 600 ou 1 600 000, je crois, bénéficiaires de ce RSA italien, d'un équivalent en tout cas, ils ont reçu par SMS qu'à la fin de l'année, leur aide serait supprimée, qu'ils allaient devoir se démerder, et que tout ça serait remplacé par un chèque d'insertion qui est conditionné un peu comme ça se fait en France maintenant, de manière expérimentale, mais qui va se généraliser. En gros, il faut travailler pour avoir droit au RSA. Et comme ça, on a des travailleurs pas chers payés par l'État. S'il y a du travail dans les collectivités locales, ils ont qu'à embaucher des fonctionnaires. Ah non, ça coûte cher. On va demander à un mec au RSA d'aller passer le balai, d'aller faire 2-3 petits trucs, au lieu d'embaucher un agent, et puis il sera payé par l'État 500 balles par mois. Voilà. Et c'est de l'insertion. Et si tu veux te payer plus, t'as qu'à trouver un vrai boulot. Ah bah non, c'est vrai, les vrais boulots sont occupés par des mecs au RSA. Et par des alternants subventionnés aussi. Bref, vous voyez un petit peu le paysage législatif qui va être mis en place. Et puis, dernière chose, donc la Meloni prévoit une révision de la Constitution pour entrer en gros dans un régime présidentiel et faire quelque chose un peu comparable à la Ve République, qui donne beaucoup plus de pouvoir au chef de l'exécutif et donc un peu moins de pouvoir au Parlement. Donc on voit qu'en un an, le discours autour de Meloni, ce grand méchant que la Commission européenne menaçait déjà à son arrivée au pouvoir, de déclencher les foudres et les amendes et les mises sous tutelle à n'en plus finir si jamais il s'écartait du carcan européen, finalement Meloni a volé toutes les couleuvres, est restée dans tous les carcans sur la politique étrangère, sur l'économie, sur l'immigration, sur tous les sujets. Et maintenant ils sont potes avec von der Leyen, elles sont potes, Commission européenne, pour draguer Meloni. Von der Leyen a bloqué un rapport sur la liberté de la presse en Italie. Von der Leyen aurait essayé de retarder la publication d'un rapport officiel de Bruxelles sur l'état de droit, évoquant l'érosion de la liberté de la presse en Italie. L'objectif de ces pressions aurait été d'obtenir le soutien de Meloni pour sa réélection. En Hongrie, comme là on a un dirigeant caca et méchant, qui critique l'Union européenne, qui n'est pas un bon élève européen, eh bien les attaques contre l'état de droit sont sanctionnées par des rétentions des subventions européennes que ce pays devrait toucher et qui ne sont pas versées par la Commission européenne jusqu'à ce que la Hongrie se mette dans la droite ligne de ce qui est demandé sur l'état de droit. Mais là, tout d'un coup, pour obtenir sa réélection, pour obtenir les faveurs de Meloni, le petit soutien, eh bien l'état de droit, il passe à la benne. Tiens, mais oui. Donc tout ça est à géométrie variable, hein. Tant qu'on est favorable à l'Union européenne, à l'euro, au fédéralisme et à toutes ces conneries, tu peux tout te permettre. Tu peux éborgner les gens, tu peux chier sur ton parlement, tu peux utiliser les pires méthodes, c'est pas un problème. Tu peux chier sur l'état de droit. Par contre, si tu es contre ces choses-là, là tu es un nazi, et il va falloir te mettre dans le droit chemin. Qu'est-ce qu'on voit ? Le 12 juin, Marine Le Pen, en compagnie, à Bruxelles donc, en compagnie de Salvini, de Geert Wilders. Tiens, j'avais pas parlé de lui, mais lui aussi il va faire
un joli renoncement comme Kurz et Meloni, qui a mis beaucoup d'eau dans son vin sur la critique de l'Union européenne. Bref, elle était en compagnie d'autres leaders de l'extrême droite européenne et elle se réjouissait de la dissolution de l'Assemblée nationale par Macron. So that's a good day. Thanks to Macron. Thanks to Marine. Good enemy. Il va nous manquer. Voilà, c'est un bon ennemi, il va nous manquer, pauvre Macron. Mais on reste finalement entre européistes. Donc elle est pote avec tous ces gens qui ont entubé leurs électeurs après les élections, promettant d'être radical sur le cadre européen, sur l'immigration, l'économie, la concurrence déloyale, protéger nos industries, les agriculteurs et tutti quanti. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent sur les plus pauvres, ils suivent les mêmes mesures économiques de dévaluation interne que le patronat aime bien. Et puis on reste dans tous les carcans européens, à la limite, on va essayer de lever le doigt avec les autres, comme c'est indiqué ici. Voilà, avec les 15 autres membres, pour demander le renvoi facilité des migrants vers les pays tiers, mais c'est tout. Et ça va pas plus loin. Et c'est un peu aussi ce que pointait, on est le 18 juin, une enquête d'alternative économique sur les penseurs qui ont façonné le programme économique du Rassemblement national. Il faut pas s'attendre à des gens qui sont dans autre chose, hein. La plupart sont dans une ligne ultralibérale, dans la droite ligne de ce que fait Macron, Attal et compagnie. Donc oui, ici on nous parle de Renaud Labeille, qui est un ponte qui écrit le programme du Rassemblement national. Donc on va donner un vernis de respectabilité à ce parti, environ du programme de 2017, les propositions les plus farfelues, plus question de sortie de l'euro, de taxation des importations. Renaud Labeille aime l'entreprise et souhaite alléger les impôts de production, supprimer les cotisations foncières des entreprises, exonérer les employeurs de cotisations patronales jusqu'à 3 fois le SMIC. Ça, c'est les impôts de production, c'est aussi une exigence de l'Union européenne. C'est dans les GOPÉ. Une pluie de cadeaux pour le patronat et la disparition programmée de la Sécu. Sécu qui finit par être financée sur le budget de l'État, qui prend le relais des cotisations patronales, comme on l'a vu. Sauf que l'État étant déficitaire, il y a un moment, il va falloir faire des économies. Pour financer toutes ces mesures, ou encore la baisse de la TVA sur l'énergie, qui profiterait là encore en priorité aux entreprises et aux plus aisés qui payent le plus de cet impôt indirect, Renaud Labeille n'oublie pas les basiques de l'extrême droite, suppression des allocs familiales pour les étrangers, durcissement des conditions d'accès au RSA et aux APL, peu importe si ces mesures sont inconstitutionnelles ou si les gains escomptés seraient très loin de compenser les pertes de recettes occasionnées par les largesses octroyées aux entreprises et aux ménages. Pour Joanne Chapoutot, il résume donc après une petite embardée souverainiste et sociale avec Philippot, Marine Le Pen est revenue aux fondamentaux de l'extrême droite, pro-business, antisociale et anti-écologique. Se ménageant sans cesse des portes de sortie, Renaud Labeille, en seconde lame, prépare les esprits à une série de renoncements sur les quelques promesses sociales contenues dans le programme en cas d'entrée à Matignon. Peut-être qu'en arrivant au pouvoir, on va se rendre compte que la situation financière est encore plus catastrophique, ce qui pourra réduire nos marges de manœuvre. Voilà, ça on a déjà prévu le coût pour supprimer tout ce qui coûte de l'argent et qui va être redistribué aux plus pauvres qui votent pour le Rassemblement national. Malheureusement ça a été très mal géré, on va pas pouvoir. Et puis on va devoir augmenter les subventions aux entreprises parce qu'on est dans une situation de concurrence à l'international et on ne peut pas laisser nos entreprises en concurrence déloyale, il faut les mettre avec les mêmes règles que les autres, c'est-à-dire nivelées par le bas. Orientation néolibérale. Si la ligne qualifiée de social-souverainiste survit en façade, avec les 2 députés Tanguy et Jacobelli, venus de Dupont-Aignan, et dont le premier est parfois présenté comme le monsieur économie, adepte du patriotisme économique, tout dans les votes et amendements du groupe indique une orientation classiquement néolibérale et favorable aux entreprises. Une orientation manifeste qui se retrouve également dans la vision des services publics du parti d'extrême droite. Dans les cénacles qui conseillent Marine Le Pen sur l'économie, on trouve l'administration obèse, on propose de baisser de 40 milliards d'euros les prélèvements obligatoires, tout en prétendant, en vitrine, restaurer la qualité des services publics comme l'hôpital, l'éducation, la justice. Une contradiction évidente relevée par Lucie Castet, porte-parole du collectif Nos Services Publics, dans une chronique pour Alternative économique. En matière de fiscalité, le RN porte des propositions qui conduiraient à totalement assécher les services publics. Une vision que l'on retrouvait déjà exprimée sans ambiguïté dans le manifeste du parti en 2022. Dans le domaine économique, le rôle de l'État est avant tout de créer un environnement favorable au développement des entreprises, y disait Marine Le Pen. Intéressez-vous à ce qu'on appelle l'ultralibéralisme, néolibéralisme, ordolibéralisme.
qui est en fait la mentalité de Carl Schmitt, enfin les idées de Carl Schmitt qu'ils ont développées dans les années 30 et qui ont été repris par un petit moustachu, et qui est exactement ça en fait. Le rôle de l'État n'est pas de s'effacer face au marché, ça c'est le libéralisme à l'ancienne, qu'il y avait au 19e siècle, début 20e, et dont on s'est aperçu après la crise de 29, qu'un manque d'intervention de l'État pouvait quand même créer pas mal de problèmes, et que le saint marché peut-être n'existait pas, et qu'il fallait que l'État joue un rôle, mais un rôle au service du marché, d'organisation du marché pour créer la concurrence, et empêcher les manifestations d'exister, empêcher les exigences sociales essentiellement. Bref, intéressez-vous à tout ça, parce que des fois il y a des gens qui me disent que parler d'ultralibéralisme dans la situation actuelle, il y a un poids de l'État considérable dans l'économie, c'était se foutre de la gueule du monde. Mais pour reprendre une fois de plus ce joli graphique, c'est ça, l'État qui joue un rôle favorable pour le développement des entreprises. Ça ressemble à ça. Donc à la fin, tu te retrouves avec un État déficitaire, des services publics de merde, mais c'est pas grave, on a subventionné les entreprises pour qu'elles soient compétitives. Tout ça visant bien sûr à rassurer le patronat français. Vous avez vu comment au fil de cette vidéo, on voit que toute la partie sociale et radicale du programme du RN, pouf, disparaît dans un immense renoncement national pour rassurer le patronat français, mais le grand patronat, celui qui profite du marché commun et de la mondialisation. Donc pour parler des services publics, en les privant d'agents et d'argent et en excluant de l'accès à ceux-ci une part importante de la population sur la base de la préférence nationale, ce qui accentuerait, selon la porte-parole du collectif, une tendance déjà observée de recours croissant au privé pour combler les lacunes du public définancé. Et on voit ici au passage comment l'idée de la préférence nationale va être salie par ce parti, à travers des actions xénophobes autour de diminution d'aides et d'accès à différentes aides publiques ou aides sociales sur les étrangers. Si des gens travaillent et cotisent en France, normalement ils doivent avoir accès aux mêmes aides sociales que les nationaux. Mais on pourrait très bien dire, tu travailles en France, mais tu n'as pas le droit aux APL, aux allocs, aux logements sociaux ou à autre chose encore. Et il y a justement un procès qui a lieu en ce moment, assez lunaire, sur une affaire qui date d'il y a 10 ans, priorité nationale, 4 cadres du RN devant la justice pour incitation à la discrimination. Ça se passe en ce moment, 18 juin 24. Il y a eu plusieurs reports de procès et le hasard du calendrier fait que la date des auditions tombe pendant la campagne des législatives et ils ont préféré ne pas repousser les discussions. Donc il s'agit de savoir si la priorité nationale est une opinion ou un délit ou une mesure anticonstitutionnelle. L'affaire remonte au municipal de 2014, une époque où le Front National, à l'occasion des élections, a sorti un guide pratique à destination des élus municipaux frontistes. Et dedans, on pouvait lire « À votre niveau d'élu local, vous avez à cœur de réclamer l'application de nombreux points du programme du FN sur l'immigration. Exemple, application de la priorité nationale dans l'accès aux logements sociaux. » Ce qui en soi ne me choque pas d'ailleurs. Après, il faut savoir ce qu'on entend par où commence et où s'arrête la priorité nationale. Parce que quand tu as des gens qui ont des titres de séjour, qui sont là depuis 10 ans, qui ne sont pas nationalisés français, mais travaillent depuis X années, la question du logement social peut peut-être se poser. Évidemment, le migrant clandestin qui n'ait accès aux logements sociaux, c'est pas possible. Des gens qui ont des titres, même le droit d'asile, ou des titres de séjour de courte durée, vu la pénurie actuellement de logements sociaux, et évidemment qu'il faut les prioriser aux nationaux. La question de l'ouverture des droits sur les résidents est vachement parasitée par la nationalité européenne. Il y a des gens qui ne sont pas de nationalité française, mais qui ont la nationalité européenne, et qui, à ce titre, ont les mêmes droits que les nationaux à partir du moment où ils vivent en France, qu'ils payent leurs impôts, etc. Parce que les Français, la réciprocité a lieu. Quand un Français va en Allemagne, il a les mêmes droits que les Allemands, à partir du moment où il travaille en Allemagne, etc. Donc il faut voir dans quel cadre, jusqu'à où s'appliquait cette priorité nationale, mais vous avez en tout cas une salissure de la notion de préférence nationale qui va être le thème de campagne, en fait, vu qu'on ne peut pas faire de politique nationale protectionniste, qu'on ne peut pas sortir des traités européens, rétablir des politiques nationales en matière agricole, d'industrie, de monnaie, d'immigration, etc. On va faire de la préférence nationale pour les cons en tapant sur quelques immigrés. Voilà, ça fera un peu la sauce. Et tout ça finira devant les tribunaux et on va salir cette idée de préférence nationale
dans l'esprit des gens, en l'associant à des politiques xénophobes, et quand derrière tu diras, il faudrait quand même que dans les marchés publics, il y ait une préférence nationale, parce que c'est quand même l'argent des Français, ce serait pas mal que ça finance des entreprises françaises quand il y a des marchés publics, et éviter, pareil pour les subventions, les réserver à des entreprises qui sont au moins situées en France, et pas subventionner des entreprises étrangères. Quand il y a des subventions pour les bagnoles électriques, peut-être exclure les voitures qui sont fabriquées en Chine, parce que là, on est en train de subventionner l'industrie chinoise. Ah non, là, c'est nazi. C'est de la préférence nationale, regardez. C'est anticonstitutionnel. Donc peut-être qu'effectivement, un gouvernement RN qui ferait de la préférence nationale à la con, faute de pouvoir en faire de la vraie, salirait, une fois de plus, ce concept. Voilà, préférence nationale à l'embauche dans l'administration. Et là, en ce moment, il fait mousser le thème de la préférence nationale dans l'embauche d'administration sensible. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Peut-être que ça existe déjà. Bon, il y aura peut-être un petit bout d'amendement à la con, et puis voilà, on a fait la préférence nationale. On favorise les nationaux sur les étrangers. Regardez-nous, on défend les Français. Bien sûr. Alors, on finit comme on l'a commencé, avec un article qui montre comment Marine Le Pen et le renoncement national ont tortillé du cul pour séduire le patronat français. On va traduire ça parce que c'est posté sur le Financial Times. Les grands patrons des entreprises françaises se précipitent pour nouer des contacts avec l'extrême droite de Marine Le Pen, après avoir reculé d'effroi devant le programme radical de taxation et de dépenses de l'alliance rivale de gauche lors des élections législatives, le troisième homme étant considéré comme perdu pour la France. Ils savent que Macron va se faire étaler pour ces élections, donc ils sont en train de se dire, est-ce qu'on va voir le NFP, les sociaux-démocrates à tendance quand même plutôt rouge, le programme est bizarre. Non, on va plutôt aller se tourner vers l'extrême droite, c'est mieux. Et on va essayer d'adoucir un petit peu les angles. Le parti a déjà fait une bonne partie de la mue, mais il y a encore des choses qui inquiétaient. 4 hauts dirigeants et banquiers ont déclaré au FT que la gauche, qui selon les sondages est le bloc le plus puissant en concurrence, serait pire pour les affaires que les réductions d'impôts non financées et les politiques anti-migration du RN. Et oui, on a besoin de nos esclaves. Il ne faut pas que le Rassemblement national soit trop hostile aux migrants. On en a besoin dans la restauration, dans les trucs comme ça. D'ailleurs, Manon Aubry avait expliqué, votre livraison Deliveroo ne serait peut-être pas aussi rapide et pas chère sans les migrants. Dites-leur merci. Pareil dans les restos. Est-ce qu'il y aurait encore de la blanquette dans les restos sans les migrants ? Eh non. C'est ça aussi la culture française. Liz Truss, en Angleterre, s'est fait virer en bout de 40 jours parce qu'elle avait présenté un amendement budgétaire prévoyant des aides pour payer les factures d'électricité qui partaient en sucette pour les mêmes raisons qu'en France. Il y avait ça, et il y avait couplé avec ça des fortes réductions d'impôts sur les classes les plus aisées. Sauf qu'à la fin, ça faisait quand même 200 milliards de dépenses ou de réductions d'impôts qui n'étaient pas financées. Et d'un seul coup, les marchés se sont inquiétés de savoir si tout ça n'allait pas créer un problème sur les finances publiques. Et en 40 jours, Liz Truss s'était fait dégager. Donc c'est marrant comment les réductions d'impôts, quand elles sont pour les riches, mais si elles sont non financées, inquiètent sur la stabilité des finances publiques, inquiètent les milieux d'affaires qui sont prêts à renoncer à certains avantages pour garder la stabilité économique. Les politiques économiques du RN sont davantage une page vierge que les entreprises pensent pouvoir contribuer à faire avancer dans la bonne direction. On a vu les différents renoncements déjà de ce parti. Et je suis sûr que les entreprises seraient ravies d'avoir un Bardella en Premier ministre. Le mec a même pas 30 ans, il a rien fait de sa vie. C'était bizarre d'ailleurs de voir un débat sur l'emploi avec d'un côté Bardella et de l'autre Attal, qui tous les deux n'ont jamais travaillé. Ils ont fait des trucs, ils se sont occupés, ils ont eu des rémunérations. Attal a fait ses études, est passé dans les cabinets ministériels, a fait ministre de l'Éducation nationale et pouf, Premier ministre. Au moins, il a bossé un peu dans les arcanes de l'État, il a travaillé un petit peu dans ce domaine. Bardella, pas du tout. Il a chauffé un siège au Parlement européen, c'est tout. Il n'a jamais travaillé de sa vie. Et vous aviez 2 mecs qui n'ont jamais bossé dans le privé, qui n'ont jamais travaillé, qui ont toujours eu une cuillère en argent dans la bouche, qui étaient face à face en train de discuter sur la réforme de l'assurance chômage et sur la valeur travail. Sacrée blague, belle plaisanterie. Les milieux d'affaires sont très contents d'avoir un mec inexpérimenté, jeune, sans épaisseur, qui doit tout à Marine Le Pen et aux milieux d'affaires qui l'auront propulsé, et qui vont pouvoir manipuler à souhait. Ce mec-là n'a pas l'épaisseur idéologique, humaine, culturelle, l'épaisseur de vie suffisante pour affronter l'Union européenne et avoir une politique radicale. Évidemment qu'il va aller coucouche panier, qu'il va signer toutes les demandes du MEDEF, du patronat,
imposés aussi par la Commission européenne, par la BCE et compagnie, ils vont faire comme les autres, et puis de temps en temps, ils demanderont un aménagement pour se faire bien voir auprès de leurs électeurs, et c'est tout. Si vous m'aviez dit il y a 2 semaines que le monde des affaires soutiendrait le RN et exclurait Macron, je ne l'aurais pas cru. Macron, maintenant, c'est l'instabilité. Avec cette dissolution surprise, il ne plaît pas du tout au milieu des affaires. D'ailleurs, en ce moment, les gens sont très attentistes sur la consommation. N'hésitez pas à passer sur zoneartisanale.com. Hein. Il y a beaucoup dans l'artisanat, une contraction des ventes. Dans l'immobilier aussi, il y a beaucoup moins de demandes. Les gens attendent de savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Jean-Philippe Tanguy, député RN qui travaille sur la politique économique, a déclaré avoir reçu des appels de lobbyistes, d'investisseurs et d'entreprises désireux de comprendre le projet du parti. Est-ce que c'est dangereux pour nous? Et comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent? Là, on nous rappelait que l'incertitude a gagné les marchés, le CAC 40 a chuté un petit peu, c'est le moment d'acheter. Augmentation aussi de l'écart de taux entre l'Allemagne et la France, mais ça c'est suite à l'annonce de la dissolution et pas tellement au fait que le RN puisse arriver au pouvoir. Hein. Ils vont s'en accommoder très bien. Donc ils sont reconnaissants des efforts de Macron, qui a créé un environnement favorable aux affaires, mais il a aussi considérablement augmenté la dette publique pendant la pandémie de Covid-19 et le choc énergétique lié à la guerre en Ukraine, c'est-à-dire à la politique de sanctions stupides. Je vous renvoie aux vidéos que j'avais fait en 2022 qui sont des masterclass. Le RN, qui n'a pas publié de programme économique complet, a indiqué qu'il pourrait abroger la réforme des retraites, mais finalement non. On a vu qu'il y a eu tout un tas de renoncements autour de la TVA sur les produits de première nécessité. Le Pen a cherché à rassurer les entreprises. Les marchés financiers ne comprennent pas vraiment le projet du RN et ils ont entendu que la caricature de notre projet quand ils lisent cela et ils trouvent cela plutôt raisonnable. Alors ça c'est l'ENFP qui est très effrayant. Les chefs d'entreprise reculent face au NFP. Le programme économique de la gauche est inacceptable et équivaudrait à une sortie de la France du système capitaliste. Bardella peut paraître rassurant, mais l'extrême droite représente une menace pour la démocratie et pas seulement pour l'économie. Donc il faut après les rassurer sur le fait que l'état de droit et surtout la propriété privée sera conservé. D'autres sont plus optimistes. Mathieu Pigasse, banquier d'affaires, appelé à voter NFP. Il a déclaré que l'économie française était protégée par l'euro et l'UE elle-même, même si le RN eurosceptique les a longtemps critiqués. Ironie de l'histoire, l'euro immunisera l'impact économique de la gauche ou de l'extrême droite, a-t-il déclaré au magazine L'Express. On s'en fout de savoir après tout si le NFP ou le renoncement national vont arriver au pouvoir, puisque de toute façon, il y a un carcan extrêmement lourd autour de l'Union européenne, de l'euro, de la mondialisation, qui font que de toute façon, ils vont devoir passer par les fourches codines de ces carcans, et qu'il n'y aura pas de changement de politique majeur. Alors le RN, étant potentiellement amené à avoir une majorité, ils sont obligés de mettre de l'eau dans leur vin, et apparemment ils veulent le poste de Premier ministre, donc là en ce moment ils sucent le patronat pour avoir une bonne couverture dans les médias. Le NFP propose des choses un peu plus zinzin, ils savent qu'ils n'auront pas la majorité, de toute façon ils vont voter à moitié pour des candidats sociodémocrates type Hollande, type Voynet, faut pas s'attendre à quelque chose de radical, donc Pigasse il sait qu'avec le NFP, on s'en fout du programme d'ailleurs. C'est pas grave, la moitié sont des sociodémocrates, on sait déjà qu'ils vont trahir et rejoindront Macron pour faire une alliance, et de toute façon, il y a l'euro, il y a l'Union européenne, ces gens ne veulent pas et ne peuvent pas sortir, ils n'ont pas les capacités intellectuelles et sociales pour en sortir. Aujourd'hui, la plupart des gens sont opposés encore à la sortie de l'Union européenne ou de l'euro, ils n'osent pas se lancer là-dedans, donc on est très content d'avoir un Bardella qu'on va pouvoir modeler comme on veut, en échange de, je sais pas, ils y vont pour l'ego, quasiment. Parce qu'ils ne vont pas changer grand-chose. Retour sur l'article d'Alter Economy, d'Alternative économique, je commence un peu à être claqué là. Donc le programme du RN pour le moment, c'est de rassurer le patronat, et on nous expliquait ici que selon un sondage de l'IFOP, les 3 premiers items motivant le vote RN dans l'ordre sont la lutte contre l'immigration clandestine, la lutte contre la délinquance, la lutte contre le terrorisme, le revenu arrivant en 4e position. Donc on va faire la politique du patronat, et on va donner en pâture 2-3 petits items sur l'immigration clandestine, la délinquance et la lutte contre le terrorisme. Ça plaira aux gens. Et tout ça est assez ironique, parce qu'on vient quand même d'un parti qui est assez doué en termes d'escroquerie. La lutte contre l'indélinquance, évidemment, ça touchera que celle des banlieues, pas celle en col blanc. Parce que sinon, on va avoir des problèmes à faire la morale aux gens depuis l'affaire Jeanne. Jeanne, au secours! Les kits de campagne ont été surfacturés en 2014. Le micro-parti Jeanne était soupçonné d'avoir 2 activités principales, celle de facturer des kits de campagne et des candidats, et de prêter de l'argent
Donc de l'argent qui venait des banques, qui était reprêté à un taux de 7%, à une époque où les taux étaient beaucoup plus bas. Le kit de campagne était facturé près de 17 000 euros. L'investiture FN n'est validée qu'après signature du bon de commande relatif au kit de campagne, qu'on est obligé d'acheter auprès du machin Jeanne. Sur 456 candidats, 40 seulement ne l'avaient pas commandé. Selon un candidat, c'était une manière simple et efficace de financer le micro-parti Jeanne, qui est un parti de financement. Le bénéficiaire du montage à la fin est l'entreprise de communication prestataire de Jeanne, qui est la société Rival, dirigée par Frédéric Chatillon, souvent présenté dans les couloirs du FN comme l'argentier officieux de Le Pen. Donc tout ça a été complètement surfacturé par rapport au prix du marché, avec des marges zinzin. Donc le micro-parti Jeanne faisait payer aux candidats des kits de campagne, qui à la fin étaient facturés à la société Rival, donc l'argent remonte dans les caisses de sociétés privées qui sont en fait détenues par les copains du parti, et à la fin, c'est l'État qui rembourse. Il rembourse les kits de campagne, en partie. C'est pas les mêmes règles pour les législatives, je crois que ça dépend des circonscriptions en plus. Ça peut aller jusqu'à la moitié d'un certain montant, enfin bon bref. Tout ça quand même finit par être remboursé en partie par l'État. Et ils ont été condamnés du coup à rembourser 800 000 euros de frais de campagne indûment perçus. Voilà, on montre des petites escroqueries. On n'hésite pas aussi à taper dans les emplois fictifs. Emploi fictif au RN, révélation sur le contrat de Bardella. Une chose est certaine, la rémunération versée aux jeunes Bardella est très généreuse, en additionnant tous les salaires et primes, selon la feuille de paye que Challenge a pu se consulter. Il a perçu un total de 6 600 euros en 4 mois et demi, soit l'équivalent de 1 400 net par mois pour un travail à mi-temps, donc il était payé plus de 2 fois le SMIC. Un salaire représentant plus de 2 fois le SMIC de l'époque, pas si mal pour un étudiant de 19 ans en 2e année de fac de géographie. Dans le cadre des emplois fictifs, les faux assistants parlementaires européens qui en fait bossaient pour le parti, Bardella a touché à 19 ans alors qu'il était étudiant 1400 balles pour faire on ne sait quoi au sein du RN. Il faut savoir que depuis ses 17 ans, puisqu'il se tape la fille de Frédéric Chatillon, qui était dans l'affaire du parti Jeanne, un proche de Le Pen, eh bien il est dans les petits papiers de Marine Le Pen. Puisqu'il est dans la famille proche, voilà, eh bien il a pu monter comme ça par népotisme au sein des instances du parti. Petit à petit, il est devenu un petit peu le chouchou de Le Pen. Il a été tête de liste aux européennes de 2019 déjà, reconduit en 2022, et puis vous voyez où il est aujourd'hui. Il n'est qu'un apparatchik de la SARL Le Pen, tout simplement parce qu'il se tapait la bonne gonzesse à un moment. Il n'a jamais travaillé, bref. Et quand il a travaillé, il a touché de l'argent d'emploi fictif. Bon, ça, c'est pas un problème. Et puis après, on va lutter contre la délinquance et les assister. Hein, il risque d'avoir un sacré but contre son camp, mais bon, ça ne vaudra que dans les banlieues. Châtillon, rappelons-le, un gros nazi. Dernier rebondissement, nous avons ici des retraités qui ont été obligés de retourner travailler après avoir été victimes d'une arnaque, parce qu'en ligne, vous savez, ils ont été dupés par une blonde qui a complètement vidé leur compte. Bonjour, beaux messieurs. Bien entendu, un brouteur du Sénégal. Marion Maréchal a vidé la caisse de Zemmour. Avant de migrer au RN, la petite fille Le Pen et ses compères s'en sont mis plein les poches, honoraires délirants pour des boîtes dirigées par les copains, donc c'est la même affaire que le parti Jeanne. Appart de fonction loué à une amie aux frais de la campagne, déplacement haut de gamme et tout le tintouin. Tout ça est publié dans le Canard enchaîné, alors je pense que l'article est payant. C'est la réédition de l'affaire Jeanne, où des boîtes privées gérées par les copains sont mandatées pour gérer les frais de campagne qui sont ensuite remboursés, bon, plus ou moins, quoi. Puis s'il y a des problèmes, bah, c'est pas grave. C'est le parti qui rembourse, parce que c'est le parti qui a mal géré son argent. Si c'est pas l'État qui paye, c'est les adhérents. Et on a privatisé la caisse des adhérents de cette manière. Voilà. Et donc, Marion Maréchal, comme disait Zemmour, a opté pour le regroupement familial après avoir vidé la caisse. Ah, le bâtard. Donc voilà le tour d'horizon général du renoncement national